Cinquième section. Mesurer le mouvement, du log speedomètre au GPS. Revenons un instant sur Terre. Comment mesure-t-on réellement la vitesse dans la vie courante? À l'époque de Galilée, mesurer la vitesse d'un navire était un défi. L'une des méthodes consistait à utiliser le loch, une bûche attachée à une corde avec des nœuds espacés régulièrement. Les marins jetèrent la bûche par-dessus bord et comptaient le nombre de nœuds qui passaient entre leurs mains en un temps donné. C'est de là que vient le terme nautique, nœud, pour désigner la vitesse. Avec les progrès technologiques, nous avons mis au point des outils plus sophistiqués. Le loch a évolué vers des appareils mécaniques appelés log speedomètres qui permettaient de lire en continu la vitesse d'un navire. Sur Terre, nous utilisons des compteurs de vitesse dans les voitures qui fonctionnent généralement durant la vitesse de rotation d'un arbre relié aux roues. Tous ces appareils fonctionnent sur le principe de la mesure du mouvement par rapport à la terre ou à l'eau. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Si le GPS, le système de positionnement global, le GPS ne se contente pas de vous indiquer où vous vous trouvez, il peut aussi vous indiquer à quelle vitesse vous vous déplacez. Et il le fait d'une manière qui est directement liée à la relativité. Les satellites GPS tournent autour de la Terre à environ 14 000 km par heure. À cette vitesse, les effets relativistes commencent à se faire sentir. Les horloges des satellites tournent légèrement plus lentement que les horloges terrestres en raison de leur vitesse, mais légèrement plus vite parce qu'elles sont plus éloignées du puits gravitationnel de la Terre. Ces infimes différences de temps, quelques milliardièmes de seconde, doivent être prises en compte, sinon votre GPS serait décalé de plusieurs kilomètres en une seule journée. Lorsque votre téléphone vous indique que vous vous déplacez à 100 km à l'heure, il utilise des calculs qui tiennent compte de la relativité d'Einstein. C'est un bel exemple de la façon dont ces théories apparemment abstraites sur l'espace et le temps ont des applications très réelles et pratiques dans notre vie quotidienne. Sixième section. La vitesse constante de la lumière. Une limite de vitesse universelle. Parlons maintenant de la vedette de la vitesse, la lumière. Le comportement de la lumière est au cœur de la relativité d'Einstein. La vitesse de la lumière dans le vide est toujours la même, environ 299 792 458 mètres par seconde. Toujours, quelle que soit la vitesse à laquelle vous vous déplacez lorsque vous la mesurez. C'est bizarre, vraiment bizarre. Cela va à l'encontre de toute notre expérience quotidienne de la vitesse. Pensez-y de cette façon. Si vous êtes dans une voiture roulant à 100 km à l'heure et que vous lancez une balle vers l'avant à 10 km à l'heure, quelqu'un à l'extérieur de la voiture voit la balle se déplacer à 110 km à l'heure. C'est logique, non? Nous nous attendons à ce que les vitesses s'additionnent. Mais la lumière ne suit pas ces règles. Si vous êtes dans un vaisseau spatial se déplaçant à 99% de la vitesse de la lumière et que vous allumez une lampe torche vers l'avant, vous et une personne observant depuis la Terre mesurerez cette lumière se déplaçant exactement à la même vitesse. C'est comme si l'univers avait une limite de vitesse que rien ne peut dépasser. Cette vitesse constante de la lumière est plus qu'un simple fait curieux. C'est une propriété fondamentale de notre univers. Cela signifie que la causalité, l'idée que les causes doivent précéder les effets, est préservée dans tout l'univers. Si la vitesse de la lumière pouvait changer, il serait possible que les effets précèdent les causes dans certains référentiels, ce qui conduirait à toutes sortes de paradoxes logiques. La constance de la vitesse de la lumière a également des conséquences étonnantes. Lorsqu'un objet approche de la vitesse de la lumière, il faut de plus en plus d'énergie pour l'accélérer davantage. Atteindre réellement la vitesse de la lumière nécessiterait une énergie infinie. C'est pourquoi seules les particules sans masse comme les photons peuvent voyager à la vitesse de la lumière. Cette limite de vitesse universelle façonne la structure même de l'espace et du temps, ce qui conduit aux effets de dilatation du temps et de contraction des longueurs qui sont les caractéristiques de la relativité restreinte. Huitième section. L'espace-temps déformé. Le nouveau visage de la gravité. La théorie de la relativité générale d'Einstein nous a donné une toute nouvelle façon de penser la gravité. Du point de vue de Newton, la gravité était une force qui agissait instantanément à travers l'espace. Einstein nous a montré que la gravité est en fait une conséquence de la courbure de l'espace-temps. Les objets massifs comme les étoiles et les planètes déforment le tissu de l'espace-temps autour d'eux. Et c'est cette déformation que nous ressentons comme la gravité.
Imaginez une boule lourde placée sur une feuille de caoutchouc tendue. La boule crée une dépression dans la feuille, et les boules plus petites rouleront naturellement vers elle. Il s'agit d'une analogie en 2 dimensions de la façon dont la masse courbe l'espace-temps en 4 dimensions. La Terre n'est pas maintenue en orbite autour du Soleil par une force invisible, mais parce qu'elle suit un chemin naturel à travers l'espace-temps courbe. C'est comme si le Soleil avait créé une vallée cosmique dans laquelle la Terre roule. Cette nouvelle vision de la gravité a donné lieu à des prédictions surprenantes. Les équations d'Einstein montraient que la lumière devait être déviée par la gravité. Cela a été confirmé en 1919, lorsque des astronomes ont observé des étoiles semblant changer de position lors d'une éclipse solaire. Car leur lumière était déviée autour du Soleil. La théorie prédisait également l'existence de trous noirs, des régions où l'espace-temps est tellement courbé que même la lumière ne peut s'en échapper. La relativité générale a passé tous les tests que nous lui avons fait subir. Elle explique des effets minuscules comme la précession de l'orbite de Mercure, et elle décrit le comportement de l'univers observable dans son ensemble. C'est le fondement de la cosmologie moderne, qui nous permet de comprendre l'expansion de l'univers et des phénomènes comme les ondes gravitationnelles. L'espace-temps déformé d'Einstein n'est pas qu'une curiosité mathématique, c'est la scène sur laquelle se joue tout le drame cosmique.